Le problème ici, c'est le politicien. Un politicien qui aime son pays ne va pas chercher à le faire brûler, n'est-ce pas? Avancer, alléguer quelque chose et ne pas arriver à le prouver, c'est un danger. Ça s'appelle de faux bruits. Ben oui, c'est lui qui a lancé l'affaire. Donc je trouve qu'il a allégué, mais ne s'est pas prouvé. Et que maintenant, répondre à votre question devient difficile. Pourquoi? Parce que nous avons plusieurs chiffres devant nous. Lui a parlé de 21 000, il y en a un autre qui a parlé de 14 000, un autre a parlé de 12 000, de 7 000. Finalement, nous avons 1000 montants devant nous. Et en bon français, on dit, dans le doute, on s'abstient. Non, mais attendez. Soyez précis, soyez précis et véridique. Non, vous n'allez pas me dire. Combien d'écoles ont été construites sous Félix Tshisekedi? Il y a plusieurs écoles qui ont été construites sous Félix Tshisekedi. Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Très heureux de savoir que vous êtes très nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre l'intégralité de votre émission d'échange, d'analyse et d'actualité à caractère socio-politico-juridique. Une émission qui est toujours présentée par votre humble serviteur, William Témon, combattant de la liberté. Mesdames et messieurs, vous allez suivre cette émission sur la chaîne Vainqueur Télévision et vous allez aussi le suivre sur la chaîne Jeune Totelema Télévision, qui est notre chaîne YouTube. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui Monsieur Thomas Bakazika Bosso. Il est secrétaire général adjoint du parti politique APOSEM, un parti politique chapeauté par M. Abdon Etina. En fait, monsieur Thomas Bakazika, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Et en fait, qu'est-ce que je n'ai pas pu dire au sujet de votre présentation? Bon, avant de répondre à votre question, j'ai saisi cette occasion pour vous remercier de me recevoir sur votre plateau et aussi saluer les nombreux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. J'espère que je serai à la hauteur du débat que nous allons engager tout à l'heure. Bien, mesdames et messieurs, tout au long de cette émission, on parlera de 4 thématiques inscrites à l'ordre du jour, mesdames et messieurs, tout au long de cette émission. On parlera de 4 premières années de M. Félix Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo. Est-ce que ce dernier a un bilan très négatif, comme disent ceux de la MOUCA et ceux du FCC, ou ce dernier a un bilan très positif, comme estime c'est de l'Union sacrée? Nous allons parler au cours de cette émission. Mesdames et messieurs, toujours tout au long de cette émission, nous allons parler de la jeunesse congolaise. En fait, que devient le jeune Congolais aujourd'hui? Est-ce que ces derniers sont-ils responsables de leur misère ou de leur malheur? Nous allons parler tout au long de cette émission. Aussi, tout au long de cette émission, nous allons parler de la rentrée parlementaire. En fait, que pouvons-nous attendre cette fois-ci de nos députés et de sénateurs? Nous allons parler au cours de cette émission. Est-il vrai que les députés et les sénateurs touchent plus de 21 000 $ le mois? Nous allons parler au cours de cette émission et aussi, et pour finir, nous allons parler de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Est-ce que les entrepreneurs d'aujourd'hui sont-ils différents des anciens entrepreneurs, les cas de Bemba, les cas de Papa Kamitatu, les cas de Papa Kassebois et j'en passe? Est-ce que nos entrepreneurs aujourd'hui sont-ils différents des anciens entrepreneurs? Nous allons parler au cours de cette émission. Et que faut-il faire pour rendre les entrepreneurs tout autonomes? Nous allons parler au cours de cette émission. Alors, monsieur Thomas Bakazika, en fait, débutons cette émission avec les 4 premières années de monsieur Félix Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo. Je rappelle que vous êtes de l'Union sacrée. En fait, votre parti politique est membre de l'Union sacrée. En fait, comment jugez-vous
les 4 premières années de M. Félix Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo. Êtes-vous de ceux qui estiment que son bilan est complètement catastrophique, comme affirment ceux du FCC et ceux de l'AMCA? Merci, monsieur le journaliste. Avant d'aborder cette question, je voulais d'abord, comme vous venez de le souligner, que nous sommes un parti de l'Union Sacrée, faisant partie de l'Union Sacrée. J'aimerais aussi rappeler qu'effectivement, je suis secrétaire général adjoint chargé des finances et patrimoine du parti APOSEM. APOSEM, c'est un parti d'avant-garde, un parti de masse, qui signifie Alliance des paysans, ouvriers et de la classe moyenne pour un développement durable. Et que notre idéologie tourne autour de notre devise. Et notre devise est la richesse par le labeur. Cela signifie tout simplement que nous faisons l'apologie du travail. Parce que nous pensons qu'il n'y a que le travail qui ennoblit l'homme. Et que le Congolais est capable, par son travail, d'apporter ce que la plupart d'entre nous attendent de nous en tant que politiciens. Maintenant, je vais revenir à votre question, à votre préoccupation sur les 4 années de notre président, M. Félix Antoine Tshisekedi. Écoutez, monsieur le journaliste, il est malaisé pour un politicien d'aborder une telle question en répondant par oui ou non. Là, ce n'est pas correct. Un bon politicien analyse la situation et la met dans un contexte qui lui est propre. Parlons du contexte d'abord. Et puis, nous allons maintenant parler du bilan. C'est seulement à la fin que les uns et les autres pourront juger est-ce que ce bilan est positif ou il est négatif. N'est-ce pas? Allons-y. Le président Félix est élu en 2018. Et la population assiste inouïe, non, est devant une situation pratiquement inouïe. Comment ça? Un président élu, mais sans majorité au Parlement. C'est-à-dire sans aucune majorité à l'Assemblée nationale et encore pas au Sénat. Donc il n'avait pas de majorité. Donc difficile pour lui de gouverner dans ces conditions-là. Quelles étaient les alternatives qui lui étaient présentes? Soit dissoudre le Parlement, avec toutes les conséquences que vous pouvez vous imaginer, c'est-à-dire des mécontentements, les moyens qui n'allaient pas suivre. Déjà, organiser les élections, c'est déjà une gageure, et les réorganiser encore une seconde fois, parce qu'on n'a pas une majorité. Vous imaginez combien de temps ça allait nous prendre? Sûrement que nous serons encore dans des transitions, des longues transitions, n'est-ce pas? Mais M. Félix a choisi la voie la plus sage et la voie la plus démocratique, c'est-à-dire cohabiter avec... coaliser avec l'ancien régime, avec nos frères, nos compatriotes de l'ancien régime. Bon, parlons seulement que ce sont des compatriotes, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on en est arrivé, pas à une cohabitation, mais à une coalition. Et nous savons pendant une coalition qui a pris pratiquement 2 années, et nous savons tous comment les choses s'étaient passées. Donc, ce n'est pas... nous ne vivons pas sur la planète Mars pour constater que c'était des moments très difficiles et très rudes pour le président de la République. N'est-ce pas? Qui ne se rappelle pas qu'à tout moment, il y avait le mot destitution qui était pratiquement sur sa tête. C'est tout le matin que vous entendiez que, voilà, il sera destitué, il sera destitué. Le lendemain, s'il n'est pas destitué, il y avait des accords, soi-disant entre guillemets, qui seraient étalés sur la place publique. Et vous savez même comment, lors même de certaines réunions du gouvernement, il y avait des ministres FCC qui se rendaient plutôt en villégiature à Kingakati. Donc, dans ces conditions-là, on en est arrivé pratiquement à un blocage. C'est en ce moment qu'on a parlé du mot blocage. C'est-à-dire que l'action du gouvernement, on ne savait pas le saisir, on ne savait pas le sentir. Parce que, en réalité, le camp du FCC n'avait pas été, disons, sincère. Il y avait trop d'agenda cachés qui ont fait que le gouvernement, la gouvernance prenait du plomb dans les ailes, n'est-ce pas? Et Dieu merci, il y a eu ce que les autres n'ont pas vu venir, c'est-à-dire une majorité qui a basculé totalement en faveur de M. Félix Antoine Tshisekedi. Ça, c'est un travail d'un politicien. C'est-à-dire, il travaille calmement, sans trop de bruit, et paf, il y a le résultat. Maintenant, c'est en ce moment-là maintenant que nous pouvons dire que
après la défenestration du régime, de l'ancien régime, n'est-ce pas, dans cette coalition-là, au moins maintenant, nous allons voir ce qu'il va faire, n'est-ce pas? C'est maintenant que nous allons parler maintenant de ce bilan que vous voulez et que vous trouvez, enfin, vous insinuez que les compatriotes décidaient ou de la Mouka. Donc, je comprends bien, selon votre logique, on peut juger M. Félix Tshisekedi en fait, de l'avènement du Union sacrée jusqu'à ce jour. Mais je vous ai dit que un politicien ne peut pas répondre par oui ou non. Nous devons mettre cette question de bilan dans son contexte réel. C'est en ce moment que les gens vont comprendre comment on en est arrivé là. Donc, nous avons perdu 2 années dans ce blocage-là. Et puis, il y a eu la dissolution de l'accord FCC-CACH qui a fait que maintenant, il y avait un mot d'ordre qui avait été lancé, souvenez-vous. Lors d'un discours du président de la République, il a parlé de Kissalu Mebanda. Et maintenant, c'est maintenant que nous devons parler. Est-ce que le Kissalu, effectivement, est bandit, n'est-ce pas? Allons-y maintenant. Sur le plan politique, nous parlons du bilan. Parlons du bilan. Sur le plan politique. Sur le plan politique, il n'est un secret pour personne qu'aujourd'hui, nous avons des institutions stables. Les institutions sont stables. N'est-ce pas? Toutes les institutions sont stables. Il n'y a aucune crise. Au niveau... Ça date de l'ancien régime. En fait, la stabilité des institutions, ça date de l'ancien régime. Non, c'est-à-dire que vous avez votre compréhension. Vous avez votre compréhension avec ceux de la Mouka. Mais nous disons ce que nous vivons. Souvenez-vous qu'il y a... Souvenez-vous... Je suis journaliste. Ok. Je suis pas de la Mouka. Ok, c'est bon. Okay. Souvenez-vous qu'il y a M. Lissanga Bonganga qui a pratiquement basé tout son combat sur des dynamiques, des crises, des sorties des crises. Et ce qui n'était pas vrai parce que, effectivement, les institutions sont stables. N'est-ce pas? Ok. Donc, nous avons les institutions qui sont stables sur le plan politique. Sur le plan politique, aujourd'hui, les opposants ont un mot à dire, s'expriment. Alors qu'à l'époque, c'était des répressions qui étaient en bout de ligne. N'est-ce pas? Mais c'est ce qu'on a toujours vécu à l'époque de M. Joseph Kabila. On a vu des Félix Tshisekedi critiquer à bout portant le président Joseph Kabila. On a vu des gens comme de Franck Diongo, on a vu des gens comme de Tshisekedi, on a vu des gens comme de Martin Fayulu critiquer à bout portant le président Joseph Kabila. Mais il n'était pas inquiété à l'époque. Oui, mais... C'est ça qui se fait aussi aujourd'hui. Oui, mais pourquoi vous ne parlez pas de Rossi? Pourquoi vous ne parlez pas de Bazana? Révélons bilan. Bon, ok. Révélons bilan. Donc, je disais la stabilité des institutions. Il y a cette liberté accordée à notre opposition, n'est-ce pas? Non, elle n'existait pas parce qu'en bout de ligne, il y avait les répressions. Aujourd'hui, il n'y a plus... En fait, tout en étant opposant, critiquer Joseph Kabila du matin au soir. Nous avons connu des gens comme des Franck Diongo, en fait, tutoyer Kabila comme il voulait. Oui, un bon journaliste, qu'est-ce que vous pouvez vous souvenir que Franck Diongo est resté en prison et il n'a eu la vie sauve qu'à l'avènement de Félix? Et c'était quoi l'histoire de M. Félix Tshisekedi? Écoutez, on connaît. Il y a des militants qui ont été tués, il y a beaucoup de mauvaises choses qui s'est passées à l'époque. Hein, donc ici, ce n'est plus le lieu de revenir à tous ces anciens souvenirs. Nous sommes des compatriotes, on peut tourner la page et puis voir aujourd'hui que non, aujourd'hui être opposant, ce n'est pas un péché. Mais hier, c'était un péché, n'est-ce pas? Ok. Bien, donc j'ai parlé, parce que c'est vous qui revenez jouer en arrière. J'ai parlé, ok, c'est bon. Vous avez le temps, exprimez-vous, allez-y. Ok. Explicitez vos propos. Ok. La population vous écoute. Merci mon ami. Allez. Donc j'ai parlé de la stabilité des institutions, j'ai parlé des libertés fondamentales qui sont garanties aujourd'hui, je parle plutôt de la construction d'un état de droit, parce qu'un état de droit ne se décrète pas. Un état de droit se construit avec des personnes éprises de paix, de bonne volonté et aussi d'humanisme. C'est ça un état de droit. Sur le plan politique toujours, aujourd'hui la justice a repris ses lettres de noblesse. C'est-à-dire que la lutte contre les impunités a été lancée. Et Dieu merci, nous nous rendons compte effectivement que plusieurs délinquants ont trouvé maintenant leur adresse sûre, n'est-ce pas? Et que plusieurs autres ne tentent plus, n'osent plus, n'est-ce pas, se risquer dans ces mésaventures des temps passés. Sur le plan économique,
Sur le plan économique, c'est un fait extraordinaire. Comment ça? C'est-à-dire, nous avons à la suite justement de la traque des délinquants, des colons en cravate, aujourd'hui, le pays essaie de respirer. Dans les détourneurs des deniers publics, bien sûr. Et aujourd'hui, le pays respire un peu, souffle. C'est-à-dire que vous imaginez quitter un budget de 3 milliards, en arriver à près de 15 milliards, ça, il faut applaudir. Il faut applaudir. Donc, sur le plan économique, nous avons quand même cette embellie de la mobilisation de recettes au profit du Trésor qui a comme conséquence qu'aujourd'hui, il y a des compatriotes qui ont vu leur salaire augmenter, n'est-ce pas? Qui ont vu leurs conditions de vie changer. Aujourd'hui, dans ce pays, il y a des gens, même ceux-là qui gagnent 250 000 francs, sont capables d'obtenir un crédit auprès de certaines banques. Donc, c'est une embellie. Et ça, il faut... Avant, il y avait un problème malheureux, n'est-ce pas, que nous constatons aujourd'hui. L'État était saigné. L'État était saigné à blanc. Dernièrement, vous avez suivi le ministre de la fonction publique faire état d'un contrôle qui a ramené les fonctionnaires de Kinshasa de 400 000 à 70 000. Vous pouvez vous imaginer avoir 370 000 agents fictifs, c'est-à-dire des gens qui sont indûment payés et qui saignent le trésor public. Et ce travail se fait pratiquement dans toute la République et les résultats font que plus on les découvre, on les met à côté, n'est-ce pas? Et plus les ressources sont disponibles pour les projets que mène notre gouvernement. Ça, c'est sur le plan économique. Sur le plan social, je sais que c'est là où plusieurs Romains s'empoignent, n'est-ce pas? Il y a les gens qui pensent que le social est lié directement au ventre. C'est vrai, parce qu'on dit que ventre affamé n'a point d'oreille. Mais nous devons savoir que le social, pratiquement, prend plusieurs aspects de notre vie. Il y a l'éducation, il y a la santé, il y a les infrastructures, n'est-ce pas? Il y a le ventre, justement, n'est-ce pas? C'est tous ces aspects-là qui font qu'on peut parler du social. Maintenant, allons-y d'abord sur les infrastructures. Nous sommes aujourd'hui dans un pays où les coûts des billets d'avion ont été réduits. Dans notre pays, aujourd'hui, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je veux dire? Je parle du coût des billets, il y a les passeports, dont les prix a sensiblement été réduits, n'est-ce pas? Il y a les routes qui sont construites au point que la République aujourd'hui ressemble pratiquement à un chantier ouvert. C'est dans tout le pays. C'est dans tout le pays que tous les jours, nous recevons des rapports, nous recevons des photos dans lesquelles on nous montre ce qui s'est fait à l'intérieur du pays. Parce que la route, c'est le développement. Sans les routes, vous n'avez pas de développement. Plus près de nous ici, souvenez-vous, il y a la route Elengesa. Allez demander à ces gens aujourd'hui qui peut encore dire qu'il va quitter cet endroit-là. Ils ne quittent plus. Les maisons ont pris de la valeur, n'est-ce pas? Allez ici vers Bianda, la même chose. Ces routes raccourcissent les distances et cela rentre aussi dans le social du Congolais. Je parle de l'éducation. Sur le plan de l'éducation, si vous avez lu le rapport du ministère de l'enseignement primaire et secondaire, vous allez vous rendre compte qu'il y a des milliers d'écoles qui sont construites. Des milliers. Combien au total? Non, je ne vais pas répondre de cette manière-là. Je vous dis qu'il y a des milliers d'écoles qui sont construites. Parlez avec de précision, la population vous écoute. Non, mais attendez. Soyez précis, soyez précis et véridique. Non, vous n'allez pas me dire... Combien d'écoles ont été construites sous Félix Tshisekedi? Il y a plusieurs écoles qui ont été construites sous Félix Tshisekedi. Et la meilleure des choses, c'est la gratuité de l'enseignement. Vous savez, M. Williv,
la gratuité de l'enseignement a permis à ramener près de 4 millions de nos enfants dans le système éducationnel. Il y a ceux qui disent que la gratuité a détruit la qualité de l'enseignement. Il y a ceux qui estiment ainsi. Non, la qualité de l'enseignement, dire qu'elle a été détruite à cause de la gratuité, c'est un faux débat. Comment? Parce que cela fait longtemps que l'on demande toujours les états généraux des éducateurs, n'est-ce pas, pour mettre à niveau, et les enseignants, parce que nos enseignants aussi ne sont plus mis à niveau, et améliorer la qualité de l'enseignement. La qualité de l'enseignement n'est pas bonne. La preuve est que parmi les meilleures universités en Afrique, les notes ne sont pas comptées. Donc vous n'allez pas dire que c'est à cause de la gratuité de l'enseignement. C'est-à-dire qu'il se pose un problème réel et que la qualité de notre enseignement doit être revue. Et ce travail peut être fait grâce à une volonté. Mais quand je parle de la réussite de la gratuité, c'est pour dire que ramener déjà 4 millions de gens qui n'étudiaient pas dans le système de l'éducation, c'est déjà une gageure, et là, c'est une victoire à applaudir. Je vais vous donner une illustration. Il y a un évêque, je ne vais pas citer son nom, en Bujimaï. Il a dit ceci. Il dit, mon père était une sentinelle. Ça va? Son père était sentinelle d'une école des catholiques. Il dit, justement, par son travail de sentinelle, lui, le monsieur, a pu étudier. Et aujourd'hui, il est devenu évêque. N'est-ce pas? Donc, c'est dire que parmi nos 4 millions-là, de nos enfants qui sont aujourd'hui dans le système de l'éducation nationale, nous aurons des ministres, nous aurons des gens qui vont diriger ce pays. Donc la gratuité est une victoire, incontestable. Les ministres qui ne seront pas bien formés à cause de la quantité au lieu de miser sur la qualité. Oui, mais je ne sais pas de quoi vous parlez. Allez dans nos écoles privées ici. Allez, vous parlez d'écoles privées ou d'écoles publiques? Nos meilleurs ministres ont étudié ici. Vous n'allez pas me dire que Matata n'est pas un bon élément. Plusieurs de nos ministres ici, ils ont étudié ici à Kinshasa. Ils n'ont pas étudié ailleurs. Ils sont de bons ministres. Voilà, donc c'est dit qu'il ne faut pas raconter cette affaire qu'à cause de la gratuité, il n'y aura jamais de personnes valables. Non, on en aura toujours. Bon, ok, donc je parlais de l'enseignement. Maintenant, je parle de la santé. Sur le plan de la santé, il y a eu des avancées assez nobles, parce qu'aujourd'hui, par exemple, les fonctionnaires ont rejoint la gratuité avec telle qu'elle s'est passée avant. C'est-à-dire un fonctionnaire aujourd'hui avec sa carte peut aller à l'hôpital et se faire soigner, lui et sa famille, sans trop de problèmes. Vous avez suivi, le président a décrété une gratuité pour les grossesses de nos sœurs, n'est-ce pas? Aujourd'hui, vous êtes en tout cas assuré que la grossesse ne va plus peser comme par le passé, n'est-ce pas? Les accouchements, je veux dire. Il y a des hôpitaux qui ont été construits. Je prends ici l'exemple de cet hôpital qui sera inauguré bientôt, celui du Kanchachi, dans les normes internationaux, dans les standards internationaux. Il y a Mama Yemo qui est en pleine réhabilitation, et c'est déjà une très bonne chose. Et il y a à l'intérieur du pays, il y a, je prends la clinique CN2 par exemple, qui a été totalement réhabilitée. Donc ce sont là des actions de bonne volonté qui font que, avec le programme de 145 territoires, nous pensons que s'il y a une volonté politique avérée et que les gens s'y mettent totalement, eh bien, on sera déjà très très loin. Maintenant, parlons un peu, je parle de la santé, de l'éducation, je parle des infrastructures. J'allais oublier de parler des aéroports. Vous savez que nous avons l'aéroport de Bangoka qui est totalement réhabilité. Il y a l'aéroport Bimpemba Mbujimaï qui est en pleine construction. Il y a l'aéroport de Kolwezi qui est aussi en pleine construction. Donc ce sont là des ouvrages. Non, je voulais parler de Matadi. C'est avec des larmes aux yeux. J'aimerais que vous rameniez cette question lorsque nous allons parler de l'entrepreneuriat. Au sujet de l'aéroport de... on ne parle même pas de l'aéroport, l'aérodrome de Matadi. Ok. Donc, je parle des infrastructures qui sont visibles. Et maintenant, nous allons parler ventre maintenant. Nous allons parler ventre. Et de prime abord, quelles sont les actions qui ont été menées jusque-là? Il y a d'abord la production de Kanyamakassis.
un projet qui a coûté au gouvernement à peine 5 millions de dollars. Je dis à peine, c'est par rapport au projet Bukangalonzo qui a englouti 280 millions. Donc pour 5 millions de dollars, les résultats sont là. Des tonnes et des tonnes de maïs qui sont déversés, soit à Kinshasa, soit à l'intérieur du pays. Il y a des grands champs ici à Kimpese. Et si vous voulez un témoin oculaire, posez la question à M. Steve, c'est comment il s'appelle là? John Kabamba. Non, je parle de Mukebai. Mukebai. Voilà. Ouais. Donc, si vous voulez une preuve palpable, posez la question à Mike Mukebai. Il vient de là, il a vu ces champs-là, et demandez-lui qu'est-ce qu'il a émis comme commentaire, n'est-ce pas? Maintenant, pourquoi le social devient difficile dans notre pays? Surtout ici à Kinshasa. Parce que beaucoup de plaintes viennent d'ici à Kinshasa. Il y a la cherté des produits d'abord, n'est-ce pas? Et l'on vous dira, oui, parce qu'on n'avait pas de route, mais maintenant il y a les routes. Et on dirait il y a les tracasseries. Il faut lutter contre les tracasseries sur les routes. Autant de barrières qui n'arrangent pas les affaires économiques, n'est-ce pas? Maintenant, il y a aussi un problème que les gens semblent ne pas trop faire attention. C'est l'exode rural, rebelle. Nous vivons à Kinshasa un exode rural rebelle. Je vous assure que si des études sont menées pour savoir avec exactitude combien coûte quelqu'un, un salarié, hein, avec sa famille, mais vous allez être étonné. Ici, quand nous parlons famille, nous disons papa, maman et une moyenne de 4 enfants. Ça fait 5 personnes. Bon, parlons d'une famille restreinte. Mais lorsque vous arrivez déjà à 10 personnes, c'est un poids sur le salarié, n'est-ce pas? Alors, si vous prenez plus de 300 000 agents fictifs, c'est-à-dire que ces gens se retrouvent du jour au lendemain sans ressources, n'est-ce pas? Donc, il avait de l'argent qu'il gagnait fictivement. Hein? Ils sont 300 000 qui gagnaient comme ça. Et bref, brusquement, on coupe. Mais comptez maintenant les gens autour d'eux qui attendaient ce salaire-là. Ils sont combien? Ils sont des milliers. Mais qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre les autres rurales? La question reste bien posée parce que il me semble que nous avons un ministère de la jeunesse. Il revient, ce ministère, d'encadrer justement cette jeunesse. C'est déjà bien d'envoyer le Koulouna à Kanyama-Kassese. Mais il n'y a pas que le Koulouna envoyé là-bas. Il faut aussi former, n'est-ce pas, des jeunes gens à comprendre que leurs bras sont nécessaires pour le développement de notre pays. C'est vraiment une honte que dans un pays comme le nôtre, que les gens parlent de la faim. C'est impossible. Impossible. Mon frère, on prépare, on jette l'eau là, et le lendemain, vous avez les piments qui poussent. Le pondo ici. Donc, c'est-à-dire que dans notre pays, n'est-ce pas, dans notre pays ici, on peut avoir tout le monde comme agriculteur. Et ça va aller. Mais au Sénégal, ils n'ont pas de minerais. N'est-ce pas? Le Sénégal est connu plus comme producteur d'arachides. Ils n'ont pas de minerais, mais comment le Sénégal vit mieux? Comment les Sénégalais vivent mieux? Les Côte d'Ivoire, qui ne sait pas que c'est le roi du cacao là-bas? N'est-ce pas? Mais nous avons toutes ces choses ici avec nous. Mais qu'est-ce qui ne va pas? 80 millions de terres arables. Et les gens croient que, vraiment, excusez-moi, je vais juste donner une petite anecdote là. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, enfin une semaine, à l'apparition des résultats des examens d'État ici, je demande à mon neveu, je lui demande, mais qu'est-ce que tu vas faire à l'université? Qu'est-ce que tu veux faire à l'université? Il me dit droit, et puis il fait comme ça, droit. Hein? Mais moi je dis droit. Pourquoi tu ne vas pas faire l'agriculture, l'agronomie? Tonton, agronomie, voilà. Donc nous sommes dans un état d'esprit tel que les gens ne savent pas où se trouvent les richesses. Les gens ne savent pas. Un parent préfère que son enfant rate une année en attendant d'avoir de l'argent l'année prochaine pour l'envoyer à l'université. Alors qu'il peut l'envoyer à l'INPP. Pour une formation. Il peut l'envoyer à l'INPP. Je te parle là parce qu'il y a tant de thématiques à débattre. Comment? Vous voulez? Je te parle là parce qu'il y a tant de thématiques à débattre. Ok. Donc vous avez déjà assez du bilan. Vous ne voulez pas que je continue avec le bilan? Vous en avez déjà marre? On va juger. Okay. La population va juger. Donc je dis, je peux chuter par là en disant que
nous n'avons pas d'excuse à demeurer pauvres dans ce pays. Si nous nous mettons à travailler, c'est-à-dire le travail le plus sûr pour tout le monde, c'est l'agriculture. Nous allons nous y mettre, nous tous ici. Et il y aura de la place pour tout le monde. Ok. Bon. Bien. Mesdames, Messieurs, vous comprenez que selon sa manière de voir les choses, le bilan de M. Félix Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo est complètement positif. Selon M. Bakajika Thomas Bonso, je rappelle qu'il est secrétaire général adjoint du parti politique APOSEM. Alors, M. Thomas Bonso fait déjà annoncé plus de 4 thématiques et à présent, prenons rapidement le deuxième thématique de cette émission qui consiste à la jeunesse congolaise. En fait, en tant qu'un homme politique majeur, secrétaire général adjoint d'un parti politique, en fait, d'abord, je puis savoir quelle vision de demain projetez-vous pour la jeunesse d'aujourd'hui? Je l'ai dit tout à l'heure un peu de mots dans le bilan. Notre jeunesse, c'est comme on le dit, est l'avenir de demain. Effectivement, cette jeunesse doit être l'avenir de demain. Je lisais ce matin quelqu'un qui a dit que en RDC, on devient majeur à 54 ans. Comment? Ouais, c'est-à-dire que on ne se rend pas compte que les années passent et les gens croient que non, là nous croisons les bras, et bien un jour ça va venir. Non, c'est maintenant qu'il faut travailler, n'est-ce pas? C'est maintenant qu'il faut travailler. C'est maintenant qu'il faut se former. Nous n'allons pas participer au concert des nations si nous n'avons pas une main-d'œuvre qualifiée. N'est-ce pas? Nous devons avoir une main-d'œuvre qualifiée. Parce que lorsqu'on implante une usine, il faut qu'il y ait des gens capables d'y travailler. OK. Mais malheureusement, nous constatons que les écoles techniques, de plus en plus, sont abandonnées. N'est-ce pas? Elles sont abandonnées et cela fait beaucoup de peine. Ce qui fait que beaucoup de gens aujourd'hui font de l'amalgame. Vous verrez quelqu'un, il est maçon, au même moment il est carreleur, il fait un peu de tout parce que c'est pour survivre. Alors que... Non, on les appelle les têtes. Voilà, tout travaux. Donc nous devons avoir une main-d'œuvre assez qualifiée, formée aussi, et puis prendre des initiatives. Notre jeunesse doit prendre des initiatives. Il n'est pas normal que des gens se réveillent sans aucun projet en tête. Vous savez qu'aujourd'hui, en passant comme ça, vous prenez une jeune fille de 20 ans, hein, et un jeune homme de 20 ans. À la fille, vous lui dites, voici $100, qu'est-ce que vous allez en faire? La fille va vous dire, ah non, c'est ma cabelle. N'est-ce pas? Ou téléphone. Le jeune homme va vous dire, ah, viens, non, hein, talaka. Vous comprenez? Donc, nous avons une jeunesse qui ne comprend pas encore la valeur de l'argent. N'est-ce pas? La valeur de l'argent. Et si vous allez aujourd'hui aux États-Unis ou au Canada, et même en France, en Europe, quelqu'un qui perd $2, c'est beaucoup d'argent. 2 dollars, la pièce là de $2. Aussi ça. Au Canada. Tu perds $2, ici, c'est bon. Mais ici, chez nous, vous allez trouver que des gens peuvent se mettre autour d'une table à 5, et ils ne se rendent pas compte que c'est $100 qui viennent de bousiller. En moins d'une heure, $100. C'est 200 000 francs congolais. 200 000 francs congolais. Ah, il y a ceux qui dépensent plus, hein? Il y a ceux qui dépensent $1000 en une heure, en 2 heures de temps. Oui, mais la comparaison n'est pas raison. Celui qui va dépenser 50, $100 en une journée, il oublie qu'il peut commencer une affaire avec 200 000 francs. Il peut commencer une affaire. Parce qu'il peut acheter un sac de riz, un sac de manioc, il commence à vendre. Il y aura des profits. Donc, à notre jeunesse, nous demandons une discipline dans le comportement, une discipline. Respectez l'argent. Mettez-vous au travail. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place. Notre difficulté ici est que les gens n'arrivent pas à se mettre ensemble. Ensemble pour créer des grands ensembles. Nous avions une bonne, je parle d'une généralité. Elle travaille par semaine. Tu sais qu'aujourd'hui, il n'est pas assez facile d'avoir un employé pour tout le mois. On le prend par 3 fois par semaine et puis à la fin du mois, on paie quelque chose. Et puis la bonne, elle est partie
après 4 mois, je ne l'ai plus revu. Un jour que je rentrais, je la rencontre. Elle m'appelle à papa, papa. Je dis, comment tu es parti sans lui dire au revoir? Elle dit, papa, Moussala n'a pas de capital. J'ai fait 4 mois, on a coxé $200. C'est qu'on a allé dans l'ouf. Mais si cet exemple est suivi par nos nombreuses filles ici, mais vous ne sentez pas que les gens seraient un peu plus indépendants? Qu'est-ce que cette fille manque? Qu'est-ce qu'elle perd en allant travailler, n'est-ce pas, hein, au service d'une autre personne, et qu'elle est rémunérée à la fin du mois pour constituer un capital et démarrer une affaire? Donc, ce que moi je dis à la jeunesse, c'est de ne pas avoir peur, de ne pas douter de leur qualité, hein, de leur intelligence. Quelqu'un qui a fait l'informatique ne peut pas dire Missa Lezat. Quelqu'un qui a terminé en chimie, il ne peut pas dire non, toujours c'est la Moussala. Et puis il va se faire embaucher, tu trouves un chimiste au ministère des Affaires urbaines. Qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas, hein? Affaires foncières, tu trouves là chimiste. Mais qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas, mon Dieu, hein? Mais quand vous lui posez la question, il dit, ah, t'es Missa Lezat. Alors qu'il sait faire, il sait fabriquer le savon. Il sait fabriquer le savon. Il sait fabriquer le détergent. Il sait fabriquer du parfum, des boissons. Il sait le faire. Des vins ici, vin de banane ou vin de quoi. Il sait le faire, il sait comment les conserver. Monsieur, là, vous entendez dire, non, Missa Lezat. L'informaticien termine, il a son ordinateur sous les bras, il vous dit, non, Missa Lezat. Et puis, toujours vagabond en ville. Vous savez, vagabond, c'est-à-dire se promener sans savoir où aller. Vous les verrez en ville. Ah, voilà. Ils sont toujours en ville. Mais vous avez un ordinateur. Frappez à chaque porte ici. Bonjour, bonjour papa. J'ai un ordinateur, je peux apprendre à vos enfants à utiliser l'ordinateur. Après avoir frappé à 10, 20 portes, il y aura 2 portes qui seront ouvertes. Vous allez donner l'information. N'est-ce pas? Nous avons des églises ici. Nos églises, qu'est-ce qu'elles font? Hein? Nous avons les grandes églises. Les grandes églises devaient prêcher par des exemples. Je sais qu'il y en a eu. Hein? Il y en a au Congo ici qui ont permis quand même aux gens de commencer un peu dans la vie. D'apprendre. Et même de se mettre dans les affaires. En leur donnant des petits crédits, en leur pousser à travailler. C'est aussi le rôle des églises. C'est-à-dire que nous devons mettre, nous tous, comment je dirais, chercher un cap, c'est-à-dire réussir dans la vie et servir le pays, n'est-ce pas? Mais malheureusement, nous en sommes encore à ce qu'on dit, il y a des gens qui croient que l'argent c'est en politique, n'est-ce pas? Les gens croient ça. Ah, madame Naboundana, comment la majorité des gens, il y a fait des Congolais, des Congolaises qui se tuent, mais si. Non, il y a des gens que nous croyons rien, nous sommes dans la masse, hein? Il y a des gens qui ne pensent même pas ça. C'est vous et moi qui avons des androïdes. Mais allez au petit marché, dans nos marchés, si les mamans, là, est-ce qu'elles ont des androïdes? Elles n'en ont pas. Elles réfléchissent comment avoir des légumes demain sur le marché, faire cela. C'est nous les intellectuels qui réfléchissons à la place de tout le monde pour dire que non, voilà, nous avons faim. C'est quelqu'un qui te dit que tu as faim. N'est-ce pas? Oui, c'est quelqu'un qui va te dire que toi tu as faim. J'ai suivi un jour un magazine là, un monsieur qui disait, je ne vais pas citer le nom, hein, pour ne pas blesser. Il dit, ah, mais est-ce que ces gens se sont plaints? Eux mangent le foufou là avec leur bite et je ne sais quoi. Est-ce qu'ils se sont plaints? Ils ne se sont pas plaints. Mais c'est nous les intellectuels qui leur disons, non, on les a bien. Ça, ce n'est pas Yogo les bloganate. Mais je pense que si nous mettons notre ingéniosité sur la place, si nous n'attendons pas que, viens tel dans la zone, si nous n'attendons pas, viens, moi, Moko, le pays va avancer. La jeunesse doit se prendre en charge dès 23 ans. Il faut déjà qu'à 23 ans, quelqu'un sache déjà comment orienter sa vie. Parce qu'aujourd'hui, quand je regarde nos enfants qui viennent de terminer les humanités, quand je regarde, mais ce sont des tout petits, hein? Les filles là, mais ce sont des fillettes. Tu verras vraiment une petite fille, tu te dis, elle termine à 17 ans, les humanités. C'est supposé que l'université va terminer à 23 ans. Mais même si elle termine les universités à 23 ans, je vous assure que dans leur maison, sa maman va toujours la considérer comme une petite fille. N'est-ce pas? Elle ne va jamais lui dire que non, maman, au compte comme ça, elle est bien, non, non. Abonnement, on est là, moi, nanaï, car il y a mouké, à ce moment 23 ans, mouké.
n'est-ce pas? Pour nous, 23 ans, qu'est-ce qu'on a au Lacan? Prenons cette conscience-là que dès 23 ans, dès qu'on est déjà majeur, qu'on peut rendre service à son pays d'abord et puis gagner soi-même aussi sa vie. Il faut le faire. Tu comprends? Il faut le faire. Bien, Monsieur Bakazika, en fait, on parle toujours de la jeunesse. En fait, êtes-vous de ceux qui estiment que les jeunes Congolais sont sacrifiés par le politique? En fait, comme estiment beaucoup de Congolais, en fait, il y a tant de gens aujourd'hui qui estiment que la jeunesse congolaise était sacrifiée par les politiques. Est-ce que vous partagez l'avis? Bon, et je vais plutôt réfléchir sur la question. Quel est le rôle du politicien? Quel est le rôle d'un parti politique? N'est-ce pas? Le parti politique a pour objectif d'abord conquérir le pouvoir, n'est-ce pas? Pour appliquer son projet de société, n'est-ce pas? Ça, c'est l'objectif d'un parti politique. Maintenant, que doit faire un parti politique vis-à-vis de ses militants? C'est instruire ses militants. Parce que vous allez avoir le pouvoir, c'est pour diriger un pays, c'est pour diriger ces gens-là. Donc, il faut les instruire à aimer d'abord leur pays, à travailler d'abord aussi pour leur pays. C'est là notre particularité. C'est-à-dire que nous, à POSEM, nous ne sommes pas dans des discussions oiseuses. N'est-ce pas? Nous, nous disons que, voilà, nous allons lutter pour avoir le pouvoir, pour être dans le cercle des décisions, pour appliquer justement notre souci, notre idéal, qui est de voir ce pays se développer grâce au travail de ses fils et de ses filles. N'est-ce pas? Malheureusement, pour des besoins électoraux, certains partis politiques amènent ou poussent leurs militants dans des considérations qui ne sont pas saines, n'est-ce pas? Donc, on va vous demander de vous lever, de marcher, de contester, alors que vous ne comprenez même pas pourquoi je le fais. Ouais. Donc, pour moi, il y a des jeunes qui sont sacrifiés, effectivement, par les partis politiques. Mais nous demandons justement à nos collègues des autres partis politiques que nous avons d'abord un rôle de guider nos militants. Oui, en fait, M. Bosso, en fait, ne pensez-vous pas qu'il n'y a pas de pétition politique d'encadrement afin de propulser la jeunesse, en fait, d'aller de l'avant? Oui, il y a effectivement trop de barrières. Je vais prendre un exemple. Vous savez que pratiquement aujourd'hui, dans toutes nos provinces, nous avons des universités. Dans toutes nos provinces, aujourd'hui, nous avons des universités. Mais est-ce qu'on se pose la question de savoir, il y a des universités, mais pour quel débouché? Parce que dans nos provinces, il n'y a pas de débouché. Pratiquement pas. Quelqu'un qui finit à Kalemi, je ne sais pas, dans le Bandundu, à Mbujimaï, dans une université là-bas, eh bien pour lui, l'idéal, c'est de venir travailler à Kinshasa. N'est-ce pas? Alors que, comme l'université se trouve dans nos provinces, il pouvait déjà trouver du travail sur place. Il se pose maintenant la question aussi, l'orientation même. On étudie quoi dans ces universités-là? Dans une province, dans nos provinces par exemple, on devait en tout cas privilégier par exemple l'agronomie. Et puis les autres techniques, comme ce qu'on a listé ici, n'est-ce pas? Et laisser les autres facultés ailleurs. Hein? Bon, voilà. Donc il y a cette affaire-là qui fait que parfois nos jeunes sont bloqués. Hein? Ils sont bloqués tout simplement parce que certains politiques ne sont pas très très clairs. Et qu'il faut améliorer sur ce point de vue-là. Okay. Bien, mesdames, messieurs, je vous rappelle que je reçois pour vous aujourd'hui Monsieur Thomas Bakazika Bosso. Je rappelle qu'il est le secrétaire général adjoint du parti politique APOSEM. En fait, je l'ai annoncé tout au long de cette émission. On parlera de la rentrée parlementaire. En fait, que pouvons-nous entendre en fait, cette fois-ci de ce Parlement? Je parle de la Chambre basse et la Chambre haute. En fait, que pouvons-nous attendre cette fois-ci? En fait, est-il vrai qu'un député touche 21 000 $ comme rémunération? Nous allons parler au cours de ces
émission. Alors, monsieur Thomas Bakazika, en fait, vous êtes un homme politique. Je rappelle que vous êtes un politique majeur. En fait, que pouvons-nous attendre de ces sessions parlementaires? En peu de mots, je retiens que un des présidents a dit, a imploré à ceux qui sont appelés à conduire le projet des 145 territoires, eh bien, les mots ont été placés à ne pas voler et à travailler pour le bonheur de nos populations. Ça, je retiens pour la rentrée parlementaire pour les deux chambres. Et êtes-vous de ceux qui estiment que les députés nationaux touchent 21 000 dollars le mois? Là, c'est encore un problème. Le problème ici, c'est le politicien. Un politicien qui aime son pays ne va pas chercher à le faire brûler, n'est-ce pas? Avancer, alléguer quelque chose et ne pas arriver à le prouver, c'est un danger. Ça s'appelle des faux bruits. Indirectement au président Martin Fayulu. Ben oui, c'est lui qui a lancé l'affaire. Donc je trouve qu'il a allégué, mais il ne s'est pas prouvé. Et que maintenant, répondre à votre question devient difficile. Pourquoi? Parce que nous avons plusieurs chiffres devant nous. Lui a parlé de 21 000, il y en a un autre qui a parlé de 14 000, un autre a parlé de 12 000, de 7 000. Finalement, nous avons 1000 montants devant nous. Et en bon français, on dit, dans le doute, on s'abstient. Donc, moi, je ne vais pas faire un commentaire là-dessus. Ce qui m'intéresse le plus, c'est de voir nos populations se mettre au travail et de ne pas suivre bêtement, excusez-moi le terme, de ne pas suivre comme ça, hein, comme des moutons, certains politiciens en mal de positionnement. Ça, je le dis parce que quand quelqu'un ne se rend pas compte du danger, hein, qu'il véhicule dans la population, c'est très dangereux. Vous imaginez aujourd'hui, un député qu'on rencontre en cours de route la nuit, il peut tabasser, il peut te attaquer, hein, justement parce que Fayulu a dit cela. Et ça, ce n'est pas normal. Hein. On ne brûle pas son pays quand on n'a pas de preuves. Un homme d'État, un homme politique, c'est un homme d'État. Un homme d'État doit se retenir, doit savoir chaque mot que je place, quelle en est la conséquence. N'est-ce pas? Mais pratiquement, M. Fayulu n'a pas mesuré cela. Donc, je comprends bien, vous êtes de ceux qui estiment que M. Martin Fayulu est en mal de positionnement. Très mal. Moi, je pense que monsieur voulait seulement se faire du buzz. Bien, mesdames, messieurs, je vous rappelle que quelques minutes, nous se parle de la fin de cette émission. Je récite pour vous aujourd'hui M. Thomas Bakazika. Je l'ai rappelé plus de 4 fois, et le secrétaire général adjoint du parti politique APOSEM. Mesdames et messieurs, nous allons prendre les dernières thématiques de cette émission. Et après, nous allons annoncer l'émission en fait, pour se partager avec vous. En fait, monsieur Thomas Bakazika, en fait, en parlant de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo, en fait, pensez-vous que les entrepreneurs congolais sont à la hauteur de leur tâche? Non. Les entrepreneurs congolais, il est difficile même de dire s'il existe. Tout simplement parce que nous n'avons pas de grands ensembles. Quand je parle de grands ensembles, je veux dire ceci. Il est difficile aujourd'hui d'apprendre qu'un groupe de Congolais est capable, par exemple, d'importer 1000 conteneurs par mois. N'est-ce pas? Donc, il y a tout un pan de notre économie qui est laissé entre les mains des étrangers, les Indiens, les Libanais, les Pakistanais, tout ce monde qui arrive. Mais nous-mêmes, Congolais, nous nous plaisons plutôt dans des histoires comme les salles de fête, les terrasses, qui ne sont pas, qui ne créent pas de boulot, hein, des emplois, n'est-ce pas? Je prends un autre exemple. J'ai entendu dire qu'il y a plus de 250 000 motos ici à Kinshasa. Mais est-ce que vous avez eu connaissance qu'il y a 2 ou 3 Congolais qui possèdent la moitié de ce nombre-là? Donc, c'est-à-dire 2 ou 3 Congolais qui possèdent 100 000 motos? Non. Alors que si nous avons des grands ensembles, des gens qui peuvent avoir, hein, qui créent une société avec, je ne sais pas, 40 000 taxis par exemple. Donc, avec 40 000 taxis, vous allez créer de l'emploi, ça c'est sûr.
C'est-à-dire qu'il y aura des garages, hein, vous allez créer des garages, vous allez engager des mécaniciens, et vous allez importer des pièces de rechange. Donc tout ça, ça fait qu'on a de l'emploi aussi pour les compatriotes. Mais ici, vous avez 250 000 motos pour 250 000 propriétaires. Chacun a sa moto, chacun attend ses 20 000 ou 15 000 le soir, il ne paye aucune taxe. Mais comment voulez-vous que le pays se développe de cette manière-là? Moi, je demande à ce que les entrepreneurs, du moins ceux que nous avons déjà, et même la FEC, d'encourager nos compatriotes à créer des grands ensembles qui seront très forts et qui pourront créer du boulot. Et puis, nous avons une erreur dans notre pays de croire, lorsqu'on parle des investisseurs, que ce sont des gens qui doivent toujours venir de l'étranger. Nous-mêmes, là, nous sommes des investisseurs. C'est d'abord nous qui devons être des investisseurs. Comment est-ce que vous pouvez comprendre que tout un pan comme la vente des pièces de rechange des motos ou des véhicules entre les mains des West Africains? Comment vous pouvez comprendre ça? Hein? Est-ce que vraiment dans ce pays, pour acheter un calepin, il fallait acheter ça chez l'Indien? Alors qu'on peut avoir dans nos imprimeries ici, on peut le faire. Les cahiers, il faut attendre Beltesco pour acheter les cahiers. Hein? Donc, c'est là que doit nous interpeller. Malheureusement, comme je le dis, tous les grands entrepreneurs que nous avons connus dans ce pays, eh bien, regardez qu'a fait leur progéniture. Ils sont tous dans la politique. Tous sont en politique. Hein? Ils en ont terminé avec les importations des véhicules, des denrées alimentaires. Tous maintenant font la politique. Ce sont des députés provinciaux, ce sont des députés nationaux, leurs enfants sont des suppléants. Non, en tout cas, il faut prendre conscience. Nous devons prendre conscience. Et pour prendre conscience, il faut justement que vous aussi, vous fassiez votre travail, de vulgariser le bien du travail. Il ne faut pas toujours opposer les gens à politiciens, il faut à des moments laisser un peu ces thématiques de politique-là, n'est-ce pas? C'est aussi le rôle de la presse. Vulgariser les bonnes choses. Hein, pousser les gens à dire que non, travaillez, faites ceci, faites cela, n'est-ce pas? Mais ce travail, en tout cas, moi je trouve qu'il n'est pas très fait au niveau même de ceux qui sont appelés à vulgariser, à la vulgarisation. Et ne pensez-vous pas qu'en fait, la charge revient plus à l'État au regard du fait que l'État congolais ne subventionne pas les entrepreneurs congolais? Non, c'est-à-dire que cette façon-là, cette façon de croire toujours que nous on croise les bras et c'est l'État qui va faire. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est lui qui construit une salle de fête à 200 000 $. Il n'est pas allé prendre ça auprès de l'État. Non. Mais si ils s'entendent à 5, ils ont $1 milliard, $1 million de dollars pour faire une autre affaire. Donc, moi je crois que c'est souvent des faux fuyants. Lorsque les gens ne veulent pas oser, ne veulent pas essayer, ils vous diront que oui, l'État ne subventionne pas. Mais non, ça, c'est pas vrai. Bien, mesdames, messieurs, 1 minute 30 secondes se part de la fin de cette émission. Je vous rappelle que j'ai reçu pour vous aujourd'hui M. Thomas Bosso Bakajika, il est le secrétaire général adjoint du parti politique APOSEM. Avec lui, nous avons eu le temps de changer sur la jeunesse congolaise. Nous avons eu le temps de parler de 4 premières années de M. Félix Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo. Et aussi, nous avons eu le temps de parler sur les entrepreneurs congolaises. En fait, M. Thomas Bosso, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Regardez la caméra et concluez l'émission. Merci mon ami. Ce que je veux dire, c'est que je vous remercie de ces moments que vous m'avez accordés et que, à mon tour, je voudrais vous demander de jouer pleinement votre rôle, c'est-à-dire celui de dire là où ça fait mal et là où ça peut être arrangé. Vous participerez au développement de notre pays. Merci beaucoup. Bien, mesdames, messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette émission. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Je sais que vous avez aimé. N'oubliez pas de dire un grand merci à notre caméraman, Eldu Chaïba, ainsi qu'à William Temo, combattant de la liberté, qui était devant ce micro. On se retrouve prochainement avec le même plaisir. Bye.